Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Profil. Sur ce plateau, nous avons encore reçu Papa John Momb, qui est chercheur indépendant, notre invité d'habitude, vous le savez bien, et pour la énième fois de cette nouvelle année 2025. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui est confrontée à de multiples guerres dans sa partie est. Sur ce plateau, nous saluons Papa John. Bonjour à vous. Bonjour, Paglodi. Meilleure vie et bonne année 2025. Merci, pareillement. Meilleure vie à vous et à toute l'équipe. Merci. Papa John, la première question est celle de savoir, aujourd'hui la République démocratique du Congo est confrontée à des guerres qui occasionnent tant de morts. Nous parlerons même des millions de morts et des millions de déplacés. Et aux yeux de la communauté internationale, par laquelle la République démocratique du Congo a fourni tant d'efforts pour que cette communauté reconnaisse au moins l'auteur de cette agression. Aujourd'hui, vous étant chercheur indépendant, que pouvez-vous expliquer à la population qui nous suit? Déjà, merci, Paglodi, pour la parole. Déjà, il faut signaler que ce n'est pas par la communauté internationale que la République démocratique du Congo a fourni des efforts, mais la République démocratique du Congo, à travers sa diplomatie agissante, a cherché à attirer l'attention de la communauté internationale sur l'implication du Rwanda dans l'aventure du M23. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses est que c'est une très bonne chose parce que, en fait, c'est comme si la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, venait de remporter une première manche, d'accord, dans la mesure où vous vous souvenez que depuis déjà l'arrivée de l'AFDEL en 1996, nous nous souviendrons que déjà lors de la deuxième guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila se démerdait pour attirer l'attention de la communauté internationale sur l'agression du Rwanda à la République démocratique du Congo. Donc ensuite, il y a eu cette dynamique-là jusqu'on arrive au jour d'aujourd'hui, où maintenant ce qui est bien, et que les Nations Unies, à travers les experts internationaux, ont établi clairement des rapports qui démontrent l'implication du Rwanda dans l'aventure du M23. Ok. Vous avez parlé des Nations Unies qui a établi clairement les rapports de l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais c'est là, que devons-nous attendre de ces rapports-là, puisque l'agression continue toujours, persiste toujours, nous dirons même. Que devons-nous attendre de ces rapports-là? Non, en fait, je ne peux pas ajouter des choses, parce que c'est que le Congolais attendent, parce que vous vous souviendrez, enfin, en fait, on sait qu'il y a eu une première réunion du Conseil de la sécurité des Nations Unies qui a eu lieu, je pense, il y a 3 jours, et puis il y a eu une deuxième réunion, ensuite il y a eu une troisième réunion. J'ai suivi moi-même hier, il y a eu un très grand débat dans l'hémicycle français, où il y a eu des députés, en tout cas, qui déploraient la situation à l'est de la République démocratique du Congo, et qui ne comprenaient pas, attirant alors l'attention du ministre des Affaires étrangères de la France, ne comprenaient pas le fait que la France, en fait, qui est le premier pays francophone et la République démocratique du Congo, et le deuxième pays francophone, n'arrive pas à activer sa diplomatie pour faire obtenir à la République démocratique du Congo son gain de cause. Alors, c'est quoi ce gain de cause-là? Par rapport à cette question, c'est que nous attendons tous, en premier lieu, qu'il y ait des sanctions à l'encontre du Rwanda. Mais on s'étonne que ces sanctions-là n'atterrissent toujours pas. Quand vous suivez l'issue de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, en fait, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'on demande à ce que le Conseil de sécurité demande à ce que, grosso modo, que les forces étrangères, toutes les forces étrangères impliquées dans ce conflit puissent retirer leurs troupes. Alors maintenant, la question se pose là-dessus. Il s'agit de quelles forces étrangères? Vous voyez que le Conseil de sécurité n'arrive même pas à citer nommément le Rwanda. En fait, à cause de ce que nous connaissons, hein, à cause de ce que nous savons. Bon, je ne vais pas l'étaler ici, sauf si vous voulez que j'en parle. Mais sinon, ce qu'on attend de la communauté internationale, ce qu'on attendait du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont des sanctions claires
d'accord, est contraignante à l'endroit du Rwanda. Mais ces sanctions-là... À la situation actuelle, les sanctions n'interviennent toujours pas. Non, les sanctions n'interviennent... Non, en fait, les sanctions doivent en réalité être... En fait, au départ, il y a eu un projet de sanctions proposé par la République démocratique du Congo à travers son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un projet de sanctions qu'on soumet, parmi lesquels on a demandé à ce qu'on cesse tout appui, que ce soit militaire, que ce soit financier au Rwanda, d'accord, qu'on retire également les troupes, parce que c'est qu'il y a ce que le Rwanda, il donne le gros des troupes dans les forces d'intervention des Nations Unies. Donc apparemment, c'est comme s'il y a eu une sorte de réticence, il y a une sorte d'hésitation de la part, enfin, disons, je le mets entre guillemets, de la communauté internationale. Je ne sais même pas si cette communauté internationale existe, mais c'est un concept que le monde a adopté comme ça. Donc il y a eu d'abord un projet des sanctions, d'accord, auquel la communauté internationale n'a pas accédé. En plus, sur la liste des sanctions, enfin, ce ne sont même pas les sanctions, c'est sur la liste des résolutions, sur la liste des conclusions, d'accord, on ne voit pas le Rwanda être nommé. Parce que quand on dit qu'il y aurait retrait des troupes étrangères dans ces conflits, on ne cite pas le Rwanda, alors que les forces étrangères, laisse-moi un peu m'expliquer là-dessus, pour éclairer la lanterne des internautes, ça dit que les forces étrangères, ça voudrait dire également la Malawi, ça voudrait dire également le Burundi, ça voudrait dire également, oui, l'Ouganda, le Rwanda, mais le Burundi, la Malawi, la République sud-africaine, la SADC. Vous voyez? Bon, force étrangère, c'est aussi le Wazalendo, vous voyez que tout ça crée des brouillards. Ouais, et c'est un problème. Mais sinon, là, on ne parlera pas de la diplomatie agissante, puisque ce que la population attend de cette diplomatie agissante n'est pas encore, la population n'a pas encore eu ça. Non, ne dites pas ça. Si vous dites ça, quand j'attends certaines personnes dire ça, c'est de l'insulte. En fait, en réalité, il n'existe pas de développement spontané. Le développement est un processus. D'accord? En fait, en réalité, la conclusion résulte d'une succession des étapes. Vous pensez qu'aujourd'hui, les experts des Nations Unies arrivent à démontrer clairement, au travers de leur rapport, l'implication du Rwanda, parce qu'il n'y a pas eu une diplomatie en action. Mais il y a eu une diplomatie en action. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas grâce à la diplomatie de la République démocratique du Congo que l'Union européenne a responsabilisé João Lourenço pour toutes ces négociations et les processus dits de Luanda qui n'ont pas abouti? Je parle du processus, mon ami. Ce processus je parle du processus. Pour laquelle même la population congolaise s'énerve. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a eu une réunion hier. Il y a eu une réunion hier dans l'hémicycle de l'Enfance. Il y a agitation dans l'administration trop aujourd'hui. Il y a l'agitation, d'accord, dans l'administration de l'Union européenne. Pourquoi, s'il n'y a pas eu action? Il y a eu action diplomatiquement. C'est comme ça que... Mais ok, les résultats peuvent être immédiats, tout comme les résultats peuvent atterrir dans 1, 2, 3, progressivement, parce que c'est un processus. Est-ce que tu comprends? Donc, le gouvernement est en train de travailler pour que les résultats deviennent durables. Il y a une différence entre les résultats durables et les résultats tout court. Donc ici, qu'il n'y ait pas confusion, il y a le résultat et il y a les résultats durables. Je pense que je suis clair là-dessus. Donc, pardon Papa Glody, donc je voudrais souligner que, s'il vous plaît, ne dites pas que il n'y a pas eu de diplomatie agissante, bien sûr, il y en a eu. C'est comme ça que toutes les sphères d'influence aujourd'hui commencent à agir. En fait, c'est comme on dit, c'est une inertie. C'est une inertie. Donc, c'est-à-dire que il y a une dynamique aujourd'hui, mais cette dynamique a été provoquée par la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo a imposé une diplomatie. Et cette diplomatie, elle est agissante parce que ça amène des actions sur le terrain. Les choses se sont bousculées. Il y a eu les rapports des experts des Nations Unies. Il y a eu
3 réunions qui se sont succédées Oui. du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a des coups de téléphone transversales entre les chefs des États, c'est-à-dire qu'il y a Ramaphosa de l'Afrique du Sud, il y a Jean Lorenzo, il y a celui de Kenya, l'ancien Uhuru Kenyatta, tout ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, il ne faut pas dire ça. Mais à ce niveau, en suivant ce que vous venez de balayer tout à l'heure, quelle doit être l'attitude des politiciens congolais ou soit de la population congolaise devant cette situation? L'attitude? Oui. Moi, je ne peux pas corriger une population. Je ne peux pas corriger une masse. Non, attention, les uprisings. Par rapport à votre connaissance, par rapport à ce que vous êtes en train de dire ici, par rapport à ce que vous venez de révéler. Il y a déjà eu une réaction. Vous pouvez du moins orienter la population ou soit les politiques à une attitude. Non, pas du tout. Parce que moi, je ne fais pas la politique du pays. Il y a ceux qui font la politique du pays. Il faut que les choses soient claires. Je suis chercheur indépendant. Donc, je peux apporter un avis. Par Claudie, je peux apporter un avis basé sur des réflexions qui soient rationnelles. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une réaction. La réaction de qui? La réaction de la population. D'accord? Une réaction résultant de l'observation faite de cette, entre guillemets, cette sorte d'injustice. Vous comprenez? Donc, cette réaction, dois-je dire qu'on se félicite de cette réaction. Tout ce qu'on peut condamner, c'est que les casses, il y a eu disons des vols, il y a eu tout ça. En tout cas, à un certain point, moi, en tant que personne, en tant qu'individu, je ne suis pas d'accord avec tout ça. C'est-à-dire que, en somme, je ne peux pas conseiller des gens pendant leur soulèvement, pendant leur démonstration, d'aller piller, casser les choses, surtout pas des lieux aussi stratégiques comme les ambassades. Mais maintenant, papa Glody, il faut me dire, quelle est la meilleure manière d'exprimer son ras-le-bol si ce n'est pas à travers ce que la population quinoise a fait? Parce que moi-même, je ne me soustrais pas. Je suis dans cette population, oui. Parce qu'en fait, ce peuple est resté passif pendant longtemps. Vous voyez, voir ce qui s'est passé. Moi, j'ai suivi. Je ne sais pas si toi, tu as suivi, hein, mais je pense que tu as suivi. Et certains auditeurs également, certains internautes aussi ont suivi. Moi, j'ai suivi. J'ai dormi même tard pour suivre Madame Thérèse en train de plaider la cause de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais pour certaines alors que à la fin, c'est que nous attendions, même si nous avions proposé un draft de sanctions, il n'y a pas eu de sanctions claires et nettes contre le Rwanda. Donc du coup, n'allez pas juger la population quinoise qui a pensé exprimer son ras-le-bol de la manière qu'elle a pensé le faire. Papa John, pouvez-vous ouvrir une parenthèse pour nous parler de l'origine de cette guerre? À quelques minutes, même en 30 secondes, je peux dire. En fait, l'origine de la guerre, en fait, ce conflit a plusieurs causes, en réalité. Plusieurs causes, mais la guerre en soi a commencé lorsqu'il y a eu l'assassinat du président Habyarimana. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours eu un conflit entre les deux tribus, d'accord, les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Depuis, en fait, lorsque le Rwanda et le Burundi étaient encore colonies des Allemands, ce qui s'est passé est que les Allemands avaient hiérarchisé les races en plaçant maintenant malheureusement le Hutu sous domination des Tutsis, qu'ils pensaient, en fait, dont ils disaient, ils étaient plus diplomates, plus intelligents, plus que les autres, en fait. Les affaires du pays, les affaires de, disons, le leadership leur a été accordé, d'accord? Et ensuite, il y a eu une révolution en 1959, je veux le faire court. Cette révolution de 1959, c'était le Hutu qui s'était soulevé contre les Tutsis. Les Tutsis ont trouvé refuge en République démocratique du Congo, en Ouganda, en Tanzanie et dans d'autres pays limitrophes au Rwanda. Maintenant, quand on arrive à 1996, il y a coup d'État. À partir de 1959, il y a eu des élections au Rwanda. Ensuite, le Rwanda a accédé à son indépendance. Il y a eu des présidents qui se sont succédés, mais tous ces présidents étaient des Hutus. D'accord? Grâce à cette révolution. Maintenant, quand on arrive à 1996, il y a un renversement du président Habyarimana le 6 avril 1995. À partir de là, le génocide a commencé. Maintenant, il semblerait, selon Kagame, que ceux qui ont commis
la génocide, aurait fui du Rwanda vers la République démocratique du Congo. Maintenant, quand on pense renverser le président Mobutu, l'AFDEL qui vient a en fait un projet coulissant. Les projets coulissants, c'est quoi? C'est que pour Kagame, les pays, le Rwanda était en danger. Pourquoi? Parce que les anciens génocidaires, je m'excuse, les anciens génocidaires étaient dans des camps de réfugiés. Et qu'il était important que ces gens-là soient extradés. Mais lorsque Moïse Laurent Désiré Kabila arrive ici, Moïse Laurent Désiré Kabila ne va pas en fait extrader toutes ces personnes. Toutes ces personnes sont restées ici. C'est en fait ces gens-là qu'on appelle les FDLR. Vous voyez, les FDLR. Les FDLR. Voilà. Donc, ce sont ceux-là. D'accord? Et donc, le discours de Kagame, tout ça, ainsi de suite, il faut que la République démocratique du Congo s'attende avec le M23. Le M23, oui. D'accord? Avec le M23. Mais quand nous disons, non, il dit que tout ça, c'est parce que la République démocratique du Congo entretient une relation avec le FDLR qui constitue une menace au Rwanda. Pour les frontières du Rwanda. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il dit que toutes ces personnes-là se sont toujours nourries de l'idée de venir venger la mort de leur et renverser le pouvoir qui est essentiellement Tutsi. Tu vois un peu ça? Donc pour Kagame, pour protéger leurs frontières, pour protéger les frontières et du Rwanda et de l'Ouganda, il est nécessaire de faire des paravents. C'est-à-dire de déployer des actions qui soient des actions militaires de paravent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent la République démocratique du Congo, selon lui, d'organiser les FDLR pour que les FDLR n'entrent pas au Rwanda et renversent le pouvoir de Kigali en créant quoi? En créant des milices pantins pour essayer de déstabiliser le pouvoir à Kinshasa. Voilà. Donc, tu vois un peu, c'est en fait ça, le nœud du conflit depuis. Et donc, tous les processus de paix étaient les processus de paix, que ce soit ce qui a été organisé au Sun City et tout, qui a donné naissance à la Troisième République. Aujourd'hui, tout le processus était autour de l'unification du Congo pour taire les zones de résistance, les foyers de résistance tenus par les groupes de rebelles qui avaient toujours été en grande partie entretenus par l'Ouganda et le Rwanda. Donc l'époque des MLC, des RCD, l'époque de tout ça, cette époque-là est passée révolue. À l'époque de Kabila, c'est le CNDP qui vient. Le CNDP est de fait. Nous sommes en 2009. Mais c'est une partie, certaines personnes membres voilà. Donc, ils n'étaient pas satisfaits avec les accords conclus à ce moment-là avec CNDP de Laurent Nkunda. Ils vont aller créer maintenant le mouvement du 23 mars, qu'on appelle le M23. Et c'est parti, c'est reparti. Le M23 est de fait en 2013, d'accord, pour refaire surface en 2021 sous Tshisekedi. Donc, c'est en fait ça, si politiquement, l'origine, les causes de cette crise. Voilà, Papa John. Mais derrière ça, il faut ajouter, parce que il faut qu'on en parle, de moins en moins les gens en ont parlé. Il y a un aspect économique là-dessus, parce que il y a des minéraux stratégiques dont la majorité reste concentrée dans le Grand Kivu. Parmi les minéraux stratégiques, il y a les coltans, il y a les cobalt, il y a le lithium, il y a les gallium, il y a l'hydrogène, il y a tout ça. C'est-à-dire que le cobalt et le coltan qui servent à la fabrication de fils électriques, des téléphones, des arsenals militaires, des équipements militaires, des équipements électroniques, des équipements qui servent à faire des modules pour le fusée, tout ça. Donc, vous voyez que ce sont les lithiums aujourd'hui pour les voitures électriques, ainsi de suite. Donc, vous voyez que où est-ce qu'on trouve le cobalt? On trouve le cobalt. 60% du réserve du cobalt mondial est concentré en République démocratique du Congo. C'est énorme, ça. Or, la République démocratique du Congo, d'accord, n'est pas le premier producteur de ce cobalt, mais le Rwanda. Donc, c'est une... Donc, on pourrait également dire que cette guerre de l'Est est purement économique et politique. Non, on ne peut pas dire que purement économique. C'est une guerre à la fois politique, mais qui a des aspects
fortement économique. Okay. D'accord? Okay. Et les intérêts, et ces intérêts économiques, ce sont ces intérêts qui sont discutés, d'accord? Discutés et entretenus, générés par la communauté internationale à travers le Rwanda. C'est important. Papa John, excusez, mais bon, économiquement parlant, la RDC n'entretiendrait pas un moyen de communication avec cette puissance économique qui est derrière le Rwanda, puisque c'est le Rwanda maintenant qui commence à leur fournir ces matières que vous venez d'étaler là. La RDC ne pouvait pas entamer une coopération quelconque pour que cela, au lieu que cette puissance-là passe par le Rwanda, comment sera? Non, la RDC a essayé. La RDC a essayé. Mais l'Union européenne a refusé. Okay. La République démocratique du Congo aussi, plutôt je vais dire, les États-Unis d'Amérique aussi ont refusé. Vous voyez? Pourquoi? Non, mais parce que justement, sur le plan politique, ils ont trouvé un interlocuteur valable. Pour eux, l'interlocuteur valable, c'est Kagame et non Félix Tshisekedi. Vous voyez? Donc, je pense que c'est de la mauvaise foi de la part de la communauté internationale, quoi qu'il en soit, parce que le pays, en fait, a entamé plusieurs démarches d'entretien avec certains pays de l'Union européenne qui sont impliqués de loin ou de près, d'accord, à l'exploitation de nos minéraux par le Rwanda pour, d'accord, le ramener à faire les choses légalement, mais en vain. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces acheteurs ont trouvé mieux de négocier avec le Rwanda, avec Kagame, qu'ils trouvent être l'interlocuteur valable que Félix Tshisekedi. Mais là, tu as posé cette question tout à l'heure là. Pourquoi? Mais la réponse, je t'ai dit, je ne sais pas. Mais la réponse se trouverait aussi peut-être dans une certaine politique qui voudrait que le Grand Kivu ait appartenu au Rwanda. Ça, je l'ai dit. C'est-à-dire que dans le département d'État américain, d'accord, dans le département d'État américain, il y a comme ça une philosophie qui voudrait sous-tendre que le Grand Kivu doit appartenir au Rwanda sur base des accords de 1923, de 1920 ou de 1923. En fait, il y a à boire et à manger là-dessus, d'accord, sur base de cela, ils agissent. Mais c'est simplement un complot. Quitte à la République démocratique du Congo d'ouvrir les yeux et d'imposer une diplomatie agissante pour obtenir le début des gains que nous avons aujourd'hui. Et donc, il y a un commencement, il y aura une fin. Donc, le commencement, c'est quoi? Le commencement, j'ai senti, moi, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, j'ai senti un peuple qui veut se libérer, un peuple qui veut s'affirmer. Parce qu'en fait, la souveraineté, on l'affirme. On l'affirme en faisant bon usage de ses attributs de souveraineté, justement, des attributs comme l'armée, par exemple. L'armée comme la police, comme la capacité de protéger ses propres frontières, comme avoir disposé en son sein des leaders conséquents, des leaders consciencieux qui savent exposer la situation et puis en parler et aller discuter sur des tables de négociation, d'accord, les cartes et les intérêts qui nous reviennent. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Mais on a vu ça. J'ai vu Madame Thérèse faire la même chose là-bas. Elle a bien défendu la RDC. Mais vous sentez... Et donc, à partir de là, il y a un début de choses. C'est-à-dire qu'il y a... Tout est en ébullition aujourd'hui. L'effervescence qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a pas vécu il y a longtemps. On l'a vécu à une certaine époque de Kabila. Ensuite, il y a eu une certaine accalmie, d'accord? Et puis, il y a eu une reprise, d'accord? Il y a eu une reprise, mais il y a ensuite une effervescence. Donc, c'est important aujourd'hui que nous parlons, que nous posons des actions, d'accord, d'affirmation de notre souveraineté pour qu'ils apprennent à nous respecter, pour que finalement nous arrivons à taire ces complots et à le taire définitivement. Papa John, merci pour cette partie que vous venez de nous offrir. Mais curieusement, nous sommes tombés sur un document dans lequel c'est l'ancien chef spirituel de l'église kimbangiste, je cite Papa Diangenda, aurait dit ceci. Je cite, voilà, les jours à venir, une guerre entrera par le Rwanda et fera beaucoup de victimes en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, et la même guerre rentrera là où elle était venue. Alors, je ne sais pas si le Rwanda existerait encore de la carte de l'Afrique. Selon les accords
que Kagame porte en avant, d'accord, dans lesquels les Kivu auraient appartenu au Rwanda, le Rwanda, alors province du Congo, Rwanda, Urundi, d'accord, la province du Rwanda qui couvrirait le Rwanda actuel avec une partie du, avec s'élargissant jusqu'à 300 km au-delà de Goma. Okay. Selon ces accords-là, que moi je n'ai jamais vu, non, je vais chercher ça. Il semblerait que la province de Rwanda-Urundi, d'accord, annexée alors au Congo belge, pour devenir Congo-Rwanda-Urundi, aurait cette superficie. Okay. Nous sommes là-bas, d'accord? Je commence là. Aurait cette superficie, d'une part. D'autre part, maintenant, ce sont les deux pays ici, anciennes colonies allemandes, après la Première Guerre mondiale, qui sont, à travers les accords que je vous cite là, d'accord, qui sont très souvent cités par Kagame, annexés au Congo belge pour que le Congo belge devienne finalement Congo-Rwanda-Urundi. Donc, la colonie belge devient la colonie Congo-Rwanda-Urundi. Papa Diangenda, lui, il est secrétaire du cabinet, du gouverneur général, M. Pétillon, c'est-à-dire gouverneur général du Congo-Rwanda-Urundi, et il est directeur du personnel du Congo-Rwanda-Urundi. Donc, il a en plus la charge d'aller payer tout le personnel administratif de la colonie, que ce soit les Blancs ou les Noirs. Papa visite alors presque toutes les provinces du Congo, Rwanda, Urundi, y compris Kigali et Bujumbura, pour aller payer les gens. Les fonctionnaires. Pour aller payer les fonctionnaires. Donc, dans la superficie du Congo, Rwanda, Urundi, le Rwanda est une province, d'accord, fait partie du Congo belge. Dans la superficie du Congo, Rwanda, Urundi, je répète, le Rwanda fait partie du Congo belge. Je répète pour la troisième fois. Dans la superficie du Congo, Rwanda, Urundi, le Rwanda fait partie du Congo belge. Fait partie du Congo belge. Maintenant, la contre-logique, c'est que si le Rwanda est devenu autonome aujourd'hui, indépendante aujourd'hui, les Rwandais pourraient récupérer, si et seulement c'est vrai, voudraient récupérer l'autre partie, d'accord, qu'on lui concède aujourd'hui, d'accord, virtuellement par la communauté internationale. Vous comprenez? Donc, cette communauté internationale qui vient exploiter le Congo, elle vient exploiter le Congo, sachant que le grand Kivu appartient au Rwanda. Je sais que ça blesse, je sais que ce sont des choses que le leader ne dise pas tout haut, mais ce sont en fait des choses qui constituent de faits qui existent aujourd'hui. C'est la grande vérité qui est entretenue et partagée par les leaders éclairés de l'Occident. Et Kagame le sait aussi, le président Kagame le sait. Maintenant, comment renverser cette vapeur? Si seulement cette vapeur devrait être renversée, alors le Rwanda, aujourd'hui, appartenait à la RDC. Si seulement la RDC, devrait devenir plus forte, d'accord, le Rwanda appartiendrait à la RDC. Donc, c'est-à-dire que, en réalité, sur base de ces accords, les deux logiques sont valables. Les deux logiques, vous comprenez, sont valables. Par rapport à ces accords-là. Mais encore, faut-il se poser la question si ces accords-là sont en vigueur aujourd'hui? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est une situation qu'on a créée. Et quand, en fait, l'homme blanc, il crée des situations qu'il machine, qu'il conçoit, d'accord? Qu'il conçoit bien, qu'il planifie dans toute son intelligence. Même s'il faut que sa mise en œuvre soit dans 10, 20 ans. 20 ans, 50 ans même. C'est bien élaboré. Tu vois un peu ça. C'est bien élaboré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un peu la situation du Moyen-Orient.
il y a eu la frontière de 1948 qui séparait l'Israël de la Palestine. Ensuite, il y a eu les accords de 1900, les accords, je pense, de 1967. Après la guerre des 6 jours, les frontières ont bougé. D'accord? Les frontières ont bougé parce que lorsque l'Israël attaque l'Égypte et que l'Israël remporte la guerre des 6 jours contre l'ensemble de la Ligue arabe, l'Israël attaque par 3 fronts. Il attaque l'Égypte, il attaque la Syrie, il attaque aussi la Cisjordanie au même moment. Okay. Mais quand il attaque la Cisjordanie, alors que Jérusalem était partagée entre la Cisjordanie et l'Israël, donc il y a une grande partie de la Cisjordanie qui a été perdue. Okay. Au profit de qui? Au profit de l'Israël, modifiant les frontières. Okay. Et c'est toute la crise du Moyen-Orient aujourd'hui. Okay. D'accord? Ouais. Les uns qui veulent récupérer leurs anciennes frontières, les autres qui veulent récupérer leurs anciens territoires. Donc, c'est une situation qui nous oppose. Parce que moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que si le Rwanda et le Burundi a été annexé au Congo et que lors de la table ronde, on nous propose un draft de la Constitution, d'accord, qui reprend une République démocratique du Congo dont la superficie ne couvre pas le Rwanda, et les leaders qui étaient à la table ronde laissent faire. Okay. Vous voyez un peu ça? Ils laissent faire, alors ils ont utilisé la même chose pour commencer à tout ça. Vous voyez? Or, selon les frontières de 1960, est-ce que le Rwanda a besoin du territoire ici? Non. Pas du tout. Vous comprenez? Oui. Non, pas du tout. Et donc, tantôt, les Rwandais disaient, s'il faut que la République démocratique du Congo résolve cette crise, il faut qu'il remonte aux accords de 1920, aux accords de 1923. Okay. Mais ces accords de 1920 et ces accords de 1923 sont caducs? Sont-ils en vigueur aujourd'hui? Non. Parce qu'aujourd'hui, les frontières sont tracées par la logique de 1960. Donc, il y a les frontières de 1960. Maintenant, il faut voir dans la constitution du Rwanda, comment est-ce qu'on retrace, en fait, dans la constitution du Rwanda, quelle est la superficie du Rwanda. Vous comprenez? Donc, si on ne creuse pas cette question au fond, il y a risque aujourd'hui pour que soit l'un, soit l'autre absorbe l'autre. Et en ce qui nous concerne, selon la prophétie de Papa Diangenda, c'est que la République démocratique du Congo absorbera le Rwanda un jour. Ok. Merci Papa John. Mais cela ne nous empêche de poser cette question. Récemment, nous avons suivi les chefs spirituels Papa Simon Kimon de l'église kimonguiste lors d'une rencontre de jeunes kimonguistes. Il a demandé une prière pour la paix dans le monde et particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a été dite dans les différentes langues nationales de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, il a parlé d'une citation qui il ne restera pas une terre sur terre qui ne soit renversée. Cela signifie quoi? C'est-à-dire qu'il ne restera pas de domination sur d'autres. Okay. Ça veut dire que parce que en fait, l'Europe, l'Occident machinait recoloniser l'Afrique. Okay. D'une part, certains des professeurs en ont parlé. En fait, d'ailleurs, déjà en 1960, souvenez-vous, Emery Patrice Lumumba disait déjà que le complot était déjà établi, des choses comme ça, à travers la Belgique pense balkaniser les Congos. D'accord? Donc, le projet sur la balkanisation du Congo, mais le projet également sur la recolonisation d'Afrique, c'est un projet en réalité qui est actif. Tu vois un peu? Donc, c'est un projet qui est partagé entre les leaders de l'Occident. Okay. Vous comprenez? Oui. D'un côté. Maintenant, de l'autre, c'est qu'il y a eu de pierre sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu des dominations de certaines nations sur d'autres. Quand on parle des métropoles qui ont colonisé les pays africains, c'est qu'il y a eu une domination. Ensuite, grâce à cette prière-là, c'est-à-dire que la mission, entre autres, de Papa Simon Kimbangu était de libérer les peuples opprimés de la terre. Okay. Et donc, grâce à son action spirituelle, les peuples opprimés de la terre, en parlant de peuples opprimés de la terre, je ne fais pas seulement allusion
aux hommes noirs, je parle du tiers-monde, d'accord? C'est-à-dire l'ensemble du bloc sud, comme on l'appelle aujourd'hui, a été libéré grâce à l'action spirituelle des papas Simon Kimba. Donc, il y a eu écrasement des dominants sur des dominés, d'accord? Pour que, en fait, tout le pays, d'accord? Tout le pays soit au même pied d'égalité. D'ailleurs, la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme est l'un des instruments du droit international qui reprend mieux, il ne restera point de pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, par son action, il nous a donné les Nations Unies en 1945. Par son action, nous avons obtenu certains instruments de droit internationaux, tels que surtout la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'accord, qui, en réalité, prône l'égalité entre les peuples, l'universalité des hommes, mais également la liberté des hommes sans distinction de race, de religion, d'opinion et tout ça. Et sur base de cette charte-là, je pense que c'est l'article qui annonce le principe 7 sur la décolonisation, c'est-à-dire la liberté et l'égalité de chaque peuple à se disposer de lui-même, d'accord? Alors, basant alors l'autodétermination, d'accord, ouvrant la voie à la décolonisation, donc aux indépendances des pays africains. Papa Simon Kimba, donc, par son action spirituelle, nous a refaçonné le monde, à nous donner des instruments pour l'interaction politique, pour la concertation mutuelle, c'est-à-dire il nous a donné des cadres de concertation internationale, les Nations Unies, dans près des secteurs, les Nations Unies avec ses agences et avec ses représentations. Est-ce que maintenant, je n'ai pas encore répondu à la question, parce que tu as des questions aussi profondes, mais aussi philosophiques, donc il faut que je pose bien pour que les gens nous comprennent très bien. D'accord? Mais cela ne tient pas tellement. Pourquoi? Parce que l'Occident a trouvé des nouvelles et belles manières de coloniser l'Afrique, soit par le commerce, d'accord, soit par le commerce, soit par une représentation politique de certains leaders qui ont dirigé l'Afrique sur conseil des Occidentaux. Ça veut dire que l'Occident a gardé sa mainmise sur la gestion et sur la politique de certains de nos leaders, les dictant leur volonté, et le peuple subissant la volonté, pas de leurs propres frères, qui sont leurs leaders, mais la volonté, en fait, de l'Occident, la volonté laquelle est dictée par l'Occident sur le frère qui les dirige ou qui les gouverne. C'est une forme de pierre sur pierre qui, à l'époque, n'était pas encore renversée. À travers le commerce, à travers l'organisation, enfin, je veux dire, à travers le commerce, à travers les institutions de l'Organisation économique internationale. Aujourd'hui, nous avons dit que l'Occident, l'Union européenne, a sa même mise dans la crise du Congo à cause de l'exploitation des minéraux stratégiques. On garde un frère dans la position à nous combattre à chaque fois. Pour que l'Occident se retrouve pour son bien-être. C'est également une pierre sur une autre sans qu'elle soit renversée. Moi, je ne parle pas ici du Rwanda. J'ai beaucoup parlé du Rwanda alors que je ne devrais pas. En réalité, le Rwanda ne devrait pas accepter. Tout son mal, tout son péché, c'est d'avoir accepté des sales besognes. Vous comprenez? De sales besognes à l'ère de l'Afrique qui se veut unie aujourd'hui. À l'heure de l'Afrique qui se veut solidaire aujourd'hui. À l'heure de l'Afrique qui se veut émergent aujourd'hui, développé aujourd'hui, voir un pays frère qui n'est pas très loin de nous. En fait, qui a été nôtre dans une certaine superficie à l'époque, accepté au nom de certains intérêts, des sales besognes de l'Occident pour tuer des millions de gens, des millions des Africains. Ce n'est pas propre. Donc ici, je ne vais pas parler du Rwanda comme une pierre, une autre pierre sur une pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée, mais je vais parler de l'Occident comme une grosse pierre sur deux pierres,
d'accord, et qu'il faut que l'Occident soit renversé. Je parle de ça. Donc, pour moi, c'est en fait ça l'analyse que je fais. Pourquoi? Parce que Papa Simon Guimon qui a gagné en 2019, au mois d'octobre, il nous a dit, tant il y a Jacob et Sili, c'est quoi il y a Esaïe. C'est-à-dire que, d'accord, maintenant, le temps de Jacob a touché à sa fin. Maintenant, c'est le temps d'Ésaü le noir. Jacob, c'est l'Occident. Le noir, l'Ésaü, c'est l'Africain. Vous comprenez? Donc, l'heure a sonné pour que les Africains s'unissent, pour que les Africains, en fait, réfléchissent ensemble, pour que les Africains travaillent ensemble, pour que les Africains émergent et développent l'Afrique ensemble, en comprenant qu'en fait, leur temps est arrivé et qu'il ne faut pas qu'elles cèdent, les Africains, en fait, il ne faut pas qu'ils cèdent aux caprices de l'Occident et à la diplomatie mensongère de l'Occident pour en fait la destruction de l'Afrique. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Cela ne vous empêche de nous envoyer toutes les questions que vous avez eues à sortir de celles que nous venons de passer avec Papa John. Alors, Papa John, nous vous disons un grand merci d'avoir répondu encore à notre invitation. Merci beaucoup, Papa Glody. Merci. Au prochain numéro.